La drogue silencieuse. Pourquoi la vie des inconnus vous contrôle plus que vous ne l'imaginez? Bonjour, explorateurs de l'esprit et bienvenue dans notre laboratoire d'idées. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. Nous allons plonger ensemble à travers 5 niveaux de compréhension sur un sujet qui nous touche tous, chaque jour. Nous parlerons de cette petite décharge de plaisir en voyant un j'aime, de cette anxiété subtile avant de prendre la parole en public. Nous parlerons de l'addiction à l'approbation des inconnus. Et croyez-moi, ce n'est pas un voyage superficiel. Approfondir ce sujet n'est pas une simple curiosité. C'est un outil essentiel de survie pour naviguer dans le monde moderne sans perdre le contrôle de notre propre vie. Je vous promets quelque chose. À la fin de cette plongée, la manière dont vous percevrez chaque notification, chaque commentaire et chaque regard d'un inconnu aura changé pour toujours. Commençons par le niveau 1, la surface du connu. L'aspect le plus célèbre et visible de ce sujet aujourd'hui est, bien sûr, la quête de j'aime et d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est assez simple en apparence. Chaque j'aime, chaque commentaire positif est une petite dose de validation sociale. Un signal qui dit à notre cerveau « et les gens vous apprécient, vous êtes en sécurité ». Un autre aspect que nous connaissons tous est la manière dont nous adaptons notre comportement pour nous intégrer. Vous savez, rire à une blague que nous n'avons pas comprise ou modérer nos opinions dans un nouveau groupe pour ne pas faire mauvaise impression. Et cela s'infiltre dans presque tout ce que nous faisons. Les vêtements que nous choisissons pour une fête, les endroits que nous visitons pour pouvoir prendre une belle photo et même la façon dont nous commandons notre café. Pensez à la dernière fois que vous étiez en vacances. Combien de photos avez-vous prises pour trouver l'angle parfait, la lumière idéale, non pas pour le souvenir mais pour la publication? C'est un exemple universel de ce mécanisme en action. Et un troisième fait que nous connaissons tous est la peur de parler en public. Au fond, cette peur n'est presque jamais celle de parler, mais d'être jugé négativement par l'audience. C'est la peur de la désapprobation massive. Maintenant, tout cela n'est pas une erreur de notre système. Cela a une origine évolutive très profonde. Pendant 99% de l'histoire humaine, nous avons vécu en petites tribus. Imaginez l'un de nos ancêtres. Si la tribu l'approuvait, cela signifiait l'accès à la nourriture, à la protection et à un partenaire. Si la tribu le rejetait, la solitude était littéralement une condamnation à mort. L'ostracisme, c'est-à-dire être exclu du groupe, signifiait affronter seuls les prédateurs et la faim. Ainsi, comme vous pouvez le voir, les j'aime, les vêtements que nous portons et notre trac ne sont que la pointe d'un iceberg gigantesque formé par des centaines de milliers d'années d'évolution. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel moteur secret le meuvent en dessous? Bienvenue au niveau 2, les mécanismes cachés. Le premier moteur secret est une substance chimique dans votre cerveau appelée dopamine. Chaque fois que vous recevez un signal d'approbation, votre cerveau en libère une petite quantité, vous faisant vous sentir bien. C'est le même système de récompense qui s'active avec la nourriture délicieuse ou l'exercice. Et ici, mes amis, c'est là que commence la vraie magie ou le vrai piège. Parce que notre cerveau aime tellement la dopamine qu'il commence à chercher de plus en plus ce qui la provoque, créant un cycle, une sorte de boucle de rétroaction. Mais cette connaissance a une double application. D'abord, l'opportunité, vous pouvez utiliser ce mécanisme à votre avantage. Si vous voulez construire une bonne habitude, comme étudier ou faire de l'exercice, cherchez un groupe de soutien. L'approbation et l'encouragement de ce groupe vous donneront ces doses de dopamine qui renforceront le comportement positif. Un exemple parfait est un groupe d'écrivains qui s'engagent à écrire 1000 mots par jour et célèbrent les réussites de chaque membre. Les applaudissements du groupe, même virtuels, deviennent le carburant pour continuer à écrire. Maintenant, l'autre côté, le risque. Comprendre ce mécanisme vous permet de détecter quand vous êtes manipulé. Les plateformes numériques, par exemple, utilisent ce qu'on appelle la récompense variable intermittente. Elle ne vous donne pas toujours l'approbation, mais juste assez pour que vous continuiez à revenir en chercher davantage. Pensez à une application de rencontre. Elle ne vous montre pas tous les « j'aime » en même temps. Elle vous les dose avec des notifications pour que vous ouvriez l'application encore et encore, toujours à la poursuite de la prochaine récompense possible, de la prochaine dose de validation. Maintenant, parlons d'un processus gouverné par une règle invisible que les sociologues connaissent bien. C'est une idée fascinante que, de manière simple, nous pourrions appeler le moi miroir. La règle est la suivante. Une grande partie de notre identité ne se fonde pas sur qui nous pensons être, mais sur la façon dont nous pensons que les autres nous voient. Nous construisons notre concept de soi en regardant notre reflet dans les yeux des autres. Nous sommes un écho des perceptions d'autrui. Un exemple quotidien. Si depuis votre enfance, tout le monde vous dit que vous êtes très drôle, il est très probable que vous développiez un sens de l'humour aiguisé et que vous deveniez le bout en train de la classe. Vous intériorisez cette image et vous l'appropriez. Et en nous existe une structure, une sorte de hiérarchie de l'approbation.
Toutes les approbations ne se valent pas. L'opinion d'un mentor ou de quelqu'un que nous admirons peut valoir 1000 fois plus que celle d'un inconnu. Cependant, la désapprobation massive de milliers d'inconnus peut annuler complètement l'approbation de notre cercle le plus proche. Ceci nous connecte directement à un biais cognitif, une erreur de programmation dans notre cerveau, connue sous le nom d'effet de projecteur ou spotlight effect en anglais. Cette erreur d'usine de notre cerveau nous fait croire que les gens nous prêtent beaucoup plus d'attention que ce qu'ils ne le font réellement. Nous avons l'impression qu'un projecteur nous suit partout, éclairant chacun de nos défauts ou erreurs. Mais voici une stratégie pour le contrecarrer, le modèle mental du 1%. Quand vous ressentez cette anxiété, assumez consciemment que les autres ne remarquent qu'1% de ce que vous croyez qu'ils remarquent. Je vous assure que c'est une approximation beaucoup plus proche de la réalité. Ainsi, la prochaine fois que vous renverserez un peu de café sur votre chemise et que vous sentirez que tout le monde au bureau vous juge, souvenez-vous de ce piège mental. Respirez et réalisez que pour les autres, cet incident n'est qu'une information insignifiante dans une journée remplie de leurs propres préoccupations. Ce désir d'approbation n'est pas nouveau et une coutume de la Rome antique nous le démontre. Pour eux, la gloria, qui était la réputation et la reconnaissance publique, était une monnaie aussi précieuse que l'or. Un général ne voulait pas seulement gagner une bataille, il voulait que les gens à Rome parlent de sa victoire. La morale pour nous aujourd'hui est que, bien que la réputation soit importante, notre valeur fondamentale ne devrait pas être mesurée en gemmes ou en acclamations publiques. Les Romains avaient aussi un concept appelé dignitas, qui faisait référence au mérite et au caractère intrinsèque d'une personne. Peut-être devrions-nous nous concentrer davantage sur notre dignitas numérique. Basé sur tout ce que nous avons vu à ce niveau, nous pouvons en tirer une déduction clé pour la vie réelle. Et la règle générale applicable est la suivante. La source de l'approbation importe plus que la quantité. L'approbation de ceux qui construisent et apportent est un moteur. Celle de ceux qui ne font que critiquer et détruire est une encre. En pratique, cela signifie que vous devez choisir activement votre public. Cherchez l'opinion de personnes que vous respectez, qui ont construit des choses, qui partagent vos valeurs. Et, en même temps, apprenez à construire un filtre mental pour le bruit anonyme et insignifiant. Comprendre ces mécanismes nous redonne le pouvoir. Nous cessons d'être des marionnettes de nos impulsions et devenons ceux qui tirent les ficelles, capables de décider quelles voix écouter et lesquelles faire taire. Mais si vous pensiez que nous avions déjà tout compris, préparez-vous, car ici l'histoire devient un véritable chaos. Bienvenue au niveau 3, le chaos de la réalité, les débats et les complexités. Et la première grande controverse est le choc entre l'authenticité et la survie sociale. D'un côté, vous avez le camp qui dit « Soyez vous-même, sans filtre, toujours ». Votre authenticité est ce qu'il y a de plus important. De l'autre, vous avez le camp plus pragmatique qui répond « C'est une fantaisie dangereuse ». Vous devez vous adapter aux normes sociales pour survivre et prospérer. Ce qui est en jeu dans ce débat est fondamental. D'un côté, la liberté individuelle absolue. De l'autre, la cohésion et l'intégration sociale. Et la vérité est que nous vivons dans une tension constante entre les deux. Et cela m'amène à contester une croyance populaire que vous avez sûrement entendue 1000 fois, l'idée que vous ne devriez pas vous soucier de ce que pensent les autres. Je vais être direct. C'est possiblement l'un des pires conseils que l'on puisse donner à un être humain. Nous sommes des créatures intrinsèquement sociales. Que l'opinion des autres nous importe est un mécanisme de survie fondamental. L'objectif n'est pas de ne pas vous en soucier, mais de choisir à qui vous donnez le pouvoir de vous en soucier. Les gens adorent croire à ce mythe car il offre une fantaisie très séduisante d'invulnérabilité. C'est un bouclier simple contre la douleur du rejet. Mais c'est un bouclier qui vous isole des connexions humaines, qui sont celles qui nous nourrissent vraiment. Et ici, nous nous trouvons face à un paradoxe merveilleux et cruel. Plus vous cherchez désespérément l'approbation des autres, moins vous l'obtenez. Les gens sont attirés par la confiance authentique, et cette confiance est précisément ce qui s'évapore lorsque votre estime de soi dépend des applaudissements d'autrui. Cela nous plonge dans un dilemme philosophique sans solution facile. Existe-t-il réellement un vrai soi complètement indépendant de la perception des autres? Ou sommes-nous, en essence, une création continue qui émerge de l'interaction entre ce que nous ressentons à l'intérieur et ce que nous recevons de l'extérieur? Maintenant, adoptons un point de vue un peu plus critique un instant. Pensons à l'objection éthique. Ce que l'on appelle l'économie de l'attention conçoit consciemment ces plateformes pour exploiter ce besoin humain. Elles utilisent des algorithmes pour maximiser notre interaction, jouant avec notre besoin d'approbation. La question est, ces entreprises ne sont-elles moralement responsables de l'épidémie d'anxiété et de dépression juvénile que nous observons? C'est une question très inconfortable. Et cela nous mène à une autre controverse, le rôle des influenceurs, ou comme nous pourrions les appeler, les influenceurs numériques. Si nous analysons cela au fil du temps, nous voyons un changement radical. Avant,
nous cherchions l'approbation de notre communauté immédiate, famille, voisins. Ensuite, celle de figures lointaines au cinéma ou à la télévision. Maintenant, nous cherchons l'approbation de personnes proches sur Internet qui montrent une vie parfaite et éditée, créant un standard de comparaison constant et inatteignable qui n'avait jamais existé auparavant dans l'histoire humaine. Au final, toute cette lutte est connectée à la condition humaine la plus profonde. C'est l'éternel tiraillement entre deux de nos impulsions les plus fondamentales, le désir d'être un individu unique et spécial et le besoin fondamental d'appartenir à un groupe. Et cela nous génère en tant qu'espèce un problème fondamental que nous n'avons pas encore résolu. Comment concevons-nous nos sociétés numériques pour qu'elles satisfassent notre besoin de connexion sans transformer notre estime de soi en une marchandise notée par des étoiles et achetée et vendue à coups de clics? Comme vous le voyez, le sujet est bien plus complexe qu'un simple « les réseaux sociaux sont mauvais ». C'est un labyrinthe fascinant et parfois terrifiant de psychologie, de technologie et de besoins ancestraux. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Vous êtes au niveau 4, connaissance experte. Et le premier concept spécialisé que je veux partager avec vous est quelque chose appelé la théorie du sociomètre. Cette théorie, proposée par le psychologue Mark Leary, suggère que notre estime de soi n'est pas une mesure de notre valeur réelle, mais un indicateur interne, un sociomètre, qui surveille constamment notre degré d'acceptation ou de rejet par les autres. La meilleure analogie pour le comprendre est la suivante. Imaginez que votre estime de soi n'est pas un trésor dans un coffre, mais l'aiguille de la jauge d'essence de votre voiture. Les interactions sociales positives remplissent le réservoir et l'aiguille monte. Les négatives, comme la critique ou l'indifférence, vident le réservoir et l'aiguille descend, activant une alarme interne qui vous dit « Danger, vous manquez de carburant social ». Et pour comprendre d'où viennent ces idées, nous devons parler d'une figure clé, mais souvent oubliée, le sociologue Charles Horton Cooley. Cet homme fut un véritable héros secret. Au début du XXe siècle, bien avant qu'Internet n'existe, c'est lui qui a développé cette idée du moi miroir dont nous avons parlé plus tôt. Il fut le premier à proposer systématiquement que notre sens du moi est un reflet de la façon dont les autres nous perçoivent. Un véritable pionnier de toute cette conversation. Maintenant, laissez-moi vous présenter une théorie alternative et un peu rebelle, qui est en réalité plus une pratique. Elle est connue sous le nom de thérapie du rejet. La perspective ici est complètement différente et peu conventionnelle. Au lieu d'éviter le rejet, vous le cherchez activement, mais à petite dose contrôlée. L'idée est de demander des choses absurdes, comme un rabais dans un café, ou de vous laisser faire une annonce par le haut-parleur d'un supermarché. En vous exposant volontairement à recevoir un « non », vous désensibilisez votre cerveau. Vous lui apprenez que le rejet n'est pas mortel. Et cela nous mène à un détail contre-intuitif mais fascinant de la recherche scientifique. Des études en neurosciences, utilisant des scanners cérébraux, ont démontré que le cerveau traite la douleur du rejet social dans les mêmes zones que celles qui traitent la douleur physique. Cela heurte notre intuition car nous avons tendance à séparer la douleur émotionnelle de la douleur réelle. Mais pour votre cerveau, il n'y a pas de différence. Neurologiquement parlant, une humiliation publique peut faire aussi mal qu'une brûlure. C'est pourquoi le rejet est si incroyablement douloureux. Et c'est ici que tout se connecte. Rappelez-vous cette nécessité évolutive de la tribu dont nous avons parlé au début. Ce besoin a forgé un cerveau qui interprète le rejet social comme un danger physique. Ce danger est constamment surveillé par notre sociomètre, qui est notre estime de soi. Et la technologie moderne a créé une machine qui peut appuyer sur ce bouton de plaisir ou de douleur des centaines de fois par jour. Et ça, mon ami, c'est le moment Eureka. Ce n'est pas un échec de votre part, ce n'est pas que vous soyez faible. C'est votre biologie ancestrale qui entre en collision frontale avec la technologie du XXIe siècle. Atteindre ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus authentique et surtout beaucoup plus compatissante de la raison pour laquelle nous luttons tant avec ce sujet. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Osez-vous regarder vers la dernière frontière? Bienvenue au niveau 5, la frontière finale, la spéculation et l'émerveillement. Et la première idée futuriste que je veux soulever est le concept de dignité numérique. Imaginez que dans 100 ans, la société évolue. Peut-être, au lieu de chercher l'approbation superficielle de milliers d'inconnus, nous utiliserons la technologie pour cultiver des connexions plus profondes. Des réseaux sociaux avec une limite stricte de 150 amis, qui est le célèbre nombre de Dunbar, le maximum de relations stables qu'un cerveau humain peut gérer. Mais ici, la science se heurte à un mur. Nous pouvons scanner le cerveau et voir quelles neurones s'activent avec un j'aime. Mais la science ne peut pas répondre à la question fondamentale. Pourquoi l'expérience subjective de la fierté ou de la honte se ressent-elle de cette manière? Pourquoi la conscience existe-t-elle? Et là où la science s'arrête, la philosophie prend le relais. Elle nous oblige à demander qu'est-ce que le soi réellement?
Est-ce une chose fixe qui peut être approuvée ou désapprouvée? Ou est-ce un processus fluide, une danse constante avec le monde? Si notre soi se construit avec des miroirs, que se passe-t-il quand tous les miroirs sont brisés ou déformés? Et l'implication philosophique de cela est vertigineuse. Si notre réalité sociale se construit à travers un accord collectif, peut-être notre besoin d'approbation n'est-il qu'un écho à petite échelle d'un principe cosmique, beaucoup plus vaste d'interconnexion et de consensus. Mais revenons sur Terre, la façon dont nous gérons ce sujet est directement connectée à l'avenir de l'humanité. Pensez-y un instant. Notre addiction à l'approbation à court terme alimente les cycles d'indignation, la désinformation et la polarisation. Apprendre à nous valider de l'intérieur, nous-mêmes et nos communautés, pourrait être la compétence psychologique clé dont nous avons besoin pour dépasser le tribalisme et collaborer afin de résoudre les problèmes mondiaux. Et ici, je vous offre la dernière idée, l'affirmation la plus provocatrice de tout ce voyage. Peut-être le but final n'est pas d'arrêter de chercher l'approbation, mais de devenir le genre de personne dont vous-même chercheriez l'approbation. Être votre propre validateur. Devenir la seule personne dont la bonne opinion vous est indispensable, c'est la véritable souveraineté personnelle. Et avec cette idée, notre plongée à travers les 5 niveaux est terminée. Prenez une profonde inspiration et contemplez l'incroyable panorama complet du chemin que nous avons parcouru ensemble. Vous souvenez-vous comment nous avons commencé ce voyage? En parlant de quelque chose d'aussi simple et familier qu'un j'aime sur une photographie, une petite notification presque insignifiante sur un écran. Et regardez où nous en sommes maintenant. Comprenant comment ce minuscule clic est inextricablement lié au système de douleur de notre cerveau, à la stratégie de survie de nos ancêtres dans la savane, à l'éthique de la conception technologique et peut-être même à l'avenir de la coopération humaine. Nous avons voyagé de la surface la plus évidente aux profondeurs les plus étonnantes de la connaissance. Ce fut une véritable transformation. Et maintenant, je vous le demande, de tout ce voyage, quelle idée, quelle révélation vous a le plus marqué? Quelle pièce du puzzle a fait clic dans votre esprit? Je tiens à vous remercier du fond du cœur de m'avoir consacré votre temps et surtout votre curiosité pour arriver jusqu'ici. S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires. Le dialogue que nous créons tous ensemble en dessous est, pour moi, la partie la plus précieuse de cette aventure intellectuelle. Si ce voyage à travers les 5 niveaux de connaissances vous a apporté quelque chose, considérez de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines plongées et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir un esprit aussi curieux que le vôtre. Continuez à questionner, continuez à explorer et ne cessez jamais de chercher les moteurs cachés qui animent le monde. De qui l'approbation recherchez-vous réellement?